Grand merci à notre modératrice. Et nous allons passer donc à la phase suivante, donc un regard croisé. Donc j'appelle François Darocha-Carnero et Didier François à me rejoindre sur la scène. Merci, général. Merci, avec plaisir. Merci. Très, très bonne qualité. Bravo. Oula. Alors, je vous propose Alors, on va maintenant vous offrir un dialogue un peu original, je pense, entre un enseignant en histoire-géographie et un journaliste de défense. Donc, c'est regard croisé, essayer d'avoir une compréhension un peu différente en faisant parler deux personnes qui ont normalement des points de vue très différents. Et ça va nous permettre d'apprécier un petit peu la problématique de ces forces morales de la nation. Donc, François Darocha-Carnero est vice-président de la PHG, l'Association des professeurs d'histoire-géographie, et il est essentiellement enseignant au lycée Jean Moulin de Roubaix. Il a réalisé une thèse de doctorat en histoire contemporaine à l'université d'Artois intitulée « Les joueurs de l'équipe de France de football, construction d'une élite sportive ». Donc il a ce regard des sports collectifs. Il est auteur de plusieurs livres, d'ailleurs, si je ne m'abuse, dont le dernier s'intitule « Une histoire de France en crampons ». Didier François a été reporter de guerre et a couvert de nombreux conflits en Afrique, dans le Caucase, dans les Balkans, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, pour le journal Libération, pour la radio Europe 1, et pour la chaîne d'information LCI. Je crois qu'actuellement, c'est surtout sur LCI que vous travaillez. En 2006, à l'occasion d'un reportage, il a été blessé par balle à Gaza. À la suite d'un reportage en Syrie, il a été pris en otage par l'État islamique pendant 10 mois, de juin 2013 à avril 2014. Donc vous voyez qu'il a une compréhension particulière des conflits, et donc on va lui demander quel est son regard sur les forces morales de la nation. Je vais m'installer avec eux parce qu'ils me l'ont demandé et nous allons échanger. Alors, force morale de la nation. D'abord, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Pour les militaires, c'est clair, c'est facile, c'est simple. Force morale, c'est ce qui fait tenir. Et c'est ce qui... voilà. Pour les civils, en fait, c'est un peu la même chose, sauf qu'on ne se pose jamais la question. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est le sens enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est le sens de ce colloque. On vit quand même dans un monde tout à fait exceptionnel en Europe occidentale depuis 80 ans. Et tant mieux. On vit dans un monde de paix. Mais ce qui est exceptionnel, y compris du point de vue de notre histoire. Parce que juste en 1945, enfin, si on reprend l'histoire de France, alors là, je parle sous le contrôle des profs d'histoire, mais enfin, on n'a pas arrêté de se maraver avec nos voisins, grosso modo, pour faire simple. Et que, grosso modo, donc, enfin, de 1870, on en a parlé tout à l'heure, 14-18, 39-45, on a quand même 3 massacres monstrueux sur le sol européen, qui finalement fait qu'on arrive à se mettre d'accord avec nos voisins pour se dire qu'il va peut-être falloir réguler l'ordre du monde, en tout cas en Europe occidentale. Et ce qu'on arrive finalement à faire avec le Conseil de sécurité de l'ONU, alors plus ou moins bien, mais en tout cas, nous, en Europe occidentale, encore une fois, on est ultra préservés. Parce que moi, j'ai commencé le journalisme en 86 comme correspondant de guerre, et moi, depuis 86, je suis 9 mois par an à l'étranger, 9 mois par an dans les guerres, pendant 40 ans. Donc, je pense que quand on parle aujourd'hui de cette question-là, il faut faire très très attention. Pourquoi on s'interroge sur la question des forces morales, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est que fondamentalement, je pense que les militaires, eux, qui vont à l'étranger ou qui sont amenés à faire des opérations extérieures, voient se lever la tempête et voient ce à quoi ils ont affaire, ce qui est aussi notre cas en tant que journaliste de guerre, puisqu'en fait, nous, on fait que ça. Donc, moi, j'étais à Sarajevo pendant 2 ans. J'ai vu la destruction de la ville. J'ai vu les gens qui n'avaient plus d'électricité
en 92, 91, 94, 95, les hivers sans chauffage, où il fallait sortir dans la rue pour aller chercher de l'eau, faire la queue pour chercher de l'eau sous le feu des snipers et de se faire taper, et que s'il n'y avait pas des militaires qui venaient avec les véhicules blindés se mettre en protection entre les snipers et les gens qui ramassaient de l'eau, les gens se faisaient tuer pour boire. J'ai été en Tchétchénie, à Grozny, pendant 2 ans, entre 94-95, où j'ai vu la première fois une ville se faire raser à l'artillerie par l'armée russe, et un tiers de la population tchétchène être obligée de quitter son pays pour trouver refuge dans les pays environnants. J'étais à Alep, qui a été détruit de la même manière. Voilà, donc autant vous dire que la question qu'on se pose aujourd'hui sur la question des forces morales, et elle n'est pas posée que à nos jeunes. Je pense qu'elle est posée à toute notre société. Notre société a perdu l'habitude, et heureusement, encore une fois, on s'est battu pendant des années justement pour qu'on puisse sortir de ce drame. Elle a perdu l'habitude, enfin l'expérience même de la guerre avec toute son horreur, et qu'on voit revenir aujourd'hui sur le sol européen, et c'est bien ça qui inquiète, comme l'a expliqué le chef d'état-major des armées, la guerre imposée par la Russie à l'Ukraine, qui n'a d'ailleurs pas commencé en février 2024, elle a commencé en 2014. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs l'Ukraine a eu le temps d'organiser partiellement ses forces morales, parce qu'elle a eu 10 ans avant l'invasion totale. Et que l'inquiétude, évidemment des stratèges, c'est de se dire, est-ce qu'on aura ce temps-là pour se protéger ? Alors qu'aujourd'hui, quand on vit à Paris ou à Toulon, où on veut, et que la question c'est de savoir quel est le dernier iPhone, quelle est ma paire de Gros, etc., on est à 12 milliards d'années-lumière de penser qu'un jour, on risquerait d'être envahi. Bon, parce que pour 2 raisons. D'abord, on a confiance dans son armée. Deuxièmement, il y a la dissuasion. Et troisièmement, on pense que grosso modo, les Ukrainiens les arrêteront pour nous. Et qu'on ne voit plus si on a des ennemis, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas. C'est pour ça qu'on se pose ces questions aujourd'hui. Et moi, je pense que et le rôle de ce type de réunion, c'est pas de vous dire attention, demain, il va falloir se battre. C'est pas le sujet. Mais c'est de dire attention, vérifiez une chose, c'est que vous vivez dans un monde exceptionnel. On vit quand même dans un monde où on a des débats sur... La violence n'existe plus. La violence est exclue quasiment, à part pour une toute petite minorité, de nos vies quotidiennes. Lever la voix, c'est mal vu. On peut plus s'engueuler dans les dîners en ville. Enfin, donc voilà. Et donc on a quand même du chemin à faire avant de comprendre face à quoi on est. Moi, quand je suis otage de l'État islamique en Syrie pendant 10 mois et demi, je vois, et nous encore, on est 19 étrangers, journalistes ou membres d'organisations humanitaires, la moitié se font égorger, c'est quand même ça le sujet, mais c'est rien, et on se fait torturer quasiment tous les jours, mais c'est rien à côté de ce que vivent les Syriens et les Irakiens qui, eux, se font liquider en masse. C'est-à-dire que le matin, moi, quand les gars nous amènent pour aller pour aller aux toilettes, pour le tour de toilette, s'ils veulent bien nous le donner, et où on va, visage bandé à la queue leu jusqu'aux toilettes, on marche dans le sang des gars qui, la nuit, se sont fait égorger après avoir été torturés parce qu'ils ont refusé de rentrer dans le groupe. Et ça, c'est ce que vivent aujourd'hui une grande majorité des gens qui vivent dans le Proche-Orient, etc., en Irak, les Yézidis. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, le degré de violence auquel, on le voit aujourd'hui en Ukraine, on le voit aussi aujourd'hui avec le Hamas en Israël ou Israël quand elle frappe à Gaza, le degré de violence d'une guerre est totalement et à 10 000 années-lumière de votre quotidien. Ça ne veut pas dire que ça arrivera demain, mais on ne peut pas commencer à ne pas se poser la question. Et c'est ça. Alors, pourquoi il n'y a pas de service national ? Parce que, grosso modo, le service national ou d'ailleurs tout ce qui est l'engagement dans quoi que ce soit de militaire ou de collectif, c'est en fait un abandon de confort. C'est pas agréable de se lever le matin, d'obéir aux ordres, de ne pas avoir le droit d'utiliser son portable. On accepte de le faire si on pense qu'il y a une menace. S'il n'y a pas de menace, on ne voit pas vraiment pourquoi on serait obligé de faire ça. Et les forces morales dans tout ça ? Les forces morales, c'est ça. C'est que je pense que, par ailleurs, je pense par ailleurs qu'on a des choses à défendre. Et ça, c'est la deuxième chose. Autant quand on est à l'étranger, on voit l'horreur. Mais on voit aussi, quand on revient ici, que finalement, nos sociétés, il y a des choses à défendre.
même si elles sont imparfaites, même si ça va mal parfois, même si, justement, la question de l'intégration posée tout à l'heure, la question de se sentir faisant partie prenante de la nation, de la République. Souvent, est-ce que égalité est vraiment égalité? Est-ce que fraternité existe pour de vrai? C'est vrai que c'est des questions. En fait, je pense que la démocratie, pour ma génération, c'est évident que ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Mais c'est un peu comme l'électricité ou l'eau. Nous, on a su, nos grands-parents, qui ont fait d'ailleurs 14-18, 39-45 dans la foulée, voire d'autres guerres, ont connu et ont fait que ce pays existe et qu'on peut parler librement parce qu'ils ont payé le prix du sang pour ça. Et nous, on le sait parce qu'on l'a vu. De la même manière qu'on a vu qu'à l'époque, chez nos grands-parents, il y avait le puits dans la cour de la ferme et qu'il fallait aller chercher l'eau là-bas et que l'eau, c'était pas naturel. Aujourd'hui, souvent, on a l'impression que l'eau, c'est naturel et on ouvre le robinet, il y a de l'eau. Il y a l'électricité, on tourne le bouton, il y a l'électricité. Et on a la démocratie, elle a toujours été là, elle sera toujours là. Et non. Tout ça, c'est quelque chose qu'on a créé. C'est quelque chose qu'on doit défendre. Et je pense que finalement, dans tous les pays, alors encore une fois, il y a beaucoup d'imperfections peut-être dans nos sociétés, mais en fait, quand on n'est pas content, on peut le dire. On peut même manifester. Il arrive même qu'on brûle des voitures, ce qui n'est pas très bien, mais c'est l'air de rien. C'est quand même, voilà, ça n'arrive dans quasiment aucun des pays dans lesquels je vais. Ou si vous faites ça, vous faites tirer dessus, vous faites rafaler, vous faites faire piquer votre maison, liquider votre famille. Voilà. Donc on a quand même encore, je pense que finalement, à la fin des fins, comme en 14-18, il y avait eu des mouvements pacifistes avant, ça a été dit par un des intervenants, puis finalement, à la fin quand le pays a été envahi, les gens se sont levés, puis sont allés se mettre dans les tranchées, et ont accepté quand même, je rappelle, sur 9 millions de morts, 1 400 000 Français sont morts. On avait 900 tués par jour. Alors voilà. Écoutons voir maintenant un autre regard. J'irai dans le sens. Je ne sais pas si ça marche. On va essayer celui-là, ça ne marche pas. 1, 2, 1, 2. Celui-là marche, oui. Donc j'irai dans le sens de Didier François d'abord pour souligner que force morale, c'est certainement un terme qui est bien compris dans l'armée, mais en dehors de l'armée et du champ géopolitique, c'est bien abstrait quand même. C'est une expression professionnalisée, de fait. Pourquoi cette abstraction? Peut-être parce que, justement, en effet, on n'a plus le risque. On a commencé cette demi-journée avec les exemples ukrainiens et finlandais. Il y avait cette frontière russe qui rend tangible le risque, une omniprésence du risque. Nous, notre frontière dangereuse, on l'a rendue pacifiée depuis quand même 80 ans. Et heureusement, ce sont nos meilleurs partenaires commerciaux que ceux qui étaient les enfants de nos ennemis d'hier. Donc il y a certainement cette absence d'urgence qui fait qu'on n'a pas de définition claire et nette, civile, de la notion de force morale. Mais derrière le titre de ce colloque, il y a un autre mot qui me semble important, c'est la nation. Force morale de la nation. Mais de quelle nation parlons-nous? De quelle nation la France est-elle le nom? Est-ce que c'est cette nation dont est parti un de mes élèves pour devenir peut-être le bourreau de Didier François et d'autres élèves de mon établissement de Roubaix? Est-ce que c'est une nation qui s'enferme derrière juste une célébration, juste un culte de la mémoire qui arrive comme un héritage et non pas comme une construction quotidienne? C'est aisé d'hériter de très belles heures de gloire, et il y a le côté Renan derrière, le côté renanien. On est encore solidaire de cette mémoire qui nous traverse, mais finalement, que dit cette mémoire, que ressentent nos élèves de cette mémoire, et nos élèves en particulier, comme le disait la collègue, chef d'établissement, de nos élèves de quartiers populaires. J'ai la joie depuis plus d'un quart de siècle d'enseigner dans un lycée dit difficile, anciennement sensible, dans la ville qui a l'honneur de se considérer comme la plus pauvre de France. Il faut bien un titre de gloire à Roubaix quand même. Et voilà, est-ce que c'est cette nation-là? Est-ce qu'on lui parle encore? Est-ce qu'on la reconnaît encore comme faisant partie de notre société, comme faisant partie de notre France?
Vous m'entendez là? Non. Oui. Oui, ça marche. Très bien. Alors, clairement, on sent qu'il y a un problème de collectif. Vous qui avez quand même une expérience, une étude, vous avez étudié longuement la création du collectif dans le sport. Et comment faites-vous avec vos classes pour créer ce collectif? Alors, je ne pense pas pouvoir vraiment utiliser le football comme exemple. Non pas parce qu'il n'y a pas de collectif, mais parce que c'est un collectif déjà trié. Pour briller à l'intérieur du collectif, il faut briller individuellement et donc être plus fort que le rival, que le partenaire, que l'on a finalement éliminé, remplacé, qui n'est plus sélectionné. Or, mes élèves, pour beaucoup, ils sont déjà plus sélectionnés. Ils sont déjà plus dans le circuit qui permettra la réussite du plus grand nombre ou des meilleurs. Très rares sont parmi mes élèves ceux qui poursuivent des études très glorieuses. Voilà. Alors, comment créer le collectif? Déjà, accepter les classes telles qu'elles sont. On ne les transforme pas. On n'a pas la main sur la constitution des classes, sur le recrutement de nos élèves, surtout dans un lycée réputé difficile où on hérite finalement de tous les élèves dont d'autres établissements n'ont pas voulu. Il y a quand même aussi cette dimension-là. Donc c'est un collectif qui souvent souffre d'un déficit d'image, d'un déficit de confiance en elle, en lui, puisque c'est un collectif. Mais c'est un collectif qui fonctionne parce qu'il y a un aspect quand même assez familial. Beaucoup de professeurs sont restés longtemps dans cet établissement, 10 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans ou plus. Beaucoup y ont fait leur carrière quasiment entièrement, ont été le professeur des parents, des enfants et puis, me concernant bientôt peut-être, des petits-enfants de leurs premiers élèves, en tout cas ça approche. Et il me semble que le collectif, en fait, c'est là qu'il se crée, c'est dans l'aspect communautaire, presque de quartier, un lycée de quartier, qui permet à ces jeunes d'avoir des repères. Alors comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on passe du quartier à la nation? Parce qu'il faut quand même faire nation. Le collectif, l'objectif, c'est quand même d'avoir des valeurs, de porter des valeurs, de porter des valeurs de la nation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors oui, effectivement, mais ça a toujours été un problème de Cassatt de savoir de passer du quartier à la nation. On a toujours parlé, classe laborieuse, classe dangereuse, etc., etc. C'est pas nouveau, la sociologie le sait depuis longtemps. La question de l'intégration et la capacité de se projeter dans un avenir collectif parce qu'on en fait partie, ou le sentiment d'être exclu, il existe. La grosse différence, elle est quoi par rapport aux générations précédentes? C'est que d'abord, dans les générations précédentes, les cadres collectifs étaient beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient aujourd'hui. Et même s'ils étaient contraints, ils étaient acceptés. Ça que ce soit les syndicats, l'Église, les partis, prenez ce que vous voulez. Il y avait des cadres collectifs plus forts parce que la notion d'abdiquer une partie de son choix individuel pour le bien commun était bien plus fort qu'aujourd'hui, où on est dans une société beaucoup plus individualisée. Les portables, par exemple, typiquement, je pense, je parlais comme un vieux con, mais honnêtement, la logique des algorithmes, c'est pas le problème des jeunes. La logique même des algorithmes qu'il aurait proposé, et qui est proposée d'ailleurs à tous les utilisateurs, ça ne touche pas que la jeunesse, ça touche nos sociétés. Valorise uniquement la consommation passive de choses qui sont les mêmes que nous. Et donc tout ce qui est grosso modo se mettre soi-même des coups de pied au cul pour faire autre chose, parce que c'est ça vraiment le sujet, c'est faire l'effort d'aller penser autrement, voir des gens qui pensent différemment de vous, etc. C'est un effort aujourd'hui. Parce que tout est fait pour qu'en fait, il n'y ait pas d'effort. Que ça soit, au lieu d'aller faire du sport, d'aller jouer, que ce soit de regarder les chaînes d'information continues. J'en sais quelque chose, je suis dessus. Donc, on est sur une consommation et un zapping permanent qui fait que ça devient de plus en plus difficile de faire sens et de faire commun. C'est le même problème, y compris dans les armées, où moi, je vois maintenant qu'avant, c'était très naturel. Il y avait les actions de cohésion
où dans les unités, on bouffait ensemble régulièrement, etc. Là, quand les gars sont en opération extérieure, il faut organiser de manière, enfin les chefs le savent, de manière spécifique un certain nombre de choses où les gens se retrouvent ensemble, parce que sinon tout le monde regarde des films sur Netflix, sur son machin, sur son lit de camp. Mais donc voilà, donc on est dans une société où finalement on a finalement le summum de la liberté entre guillemets, c'est un peu cette pub là pour parce que je le vaux bien. Ouais, d'accord, ok. Mais donc l'individu, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'il y a un moment où il faut. Je pense que la vraie question, c'est citoyen. C'est-à-dire que le citoyen, alors c'est la blague du film Starship Troopers, mais enfin, le citoyen, c'est quand même ça. C'est-à-dire, on donne on peut participer à la vie de la nation parce qu'on donne à la nation. Et que donc tout n'est pas que recevoir de la nation. Que grosso modo, les droits, ça implique des devoirs. Et qu'on sait où on est. Alors, moi, quand je me suis fait choper, par exemple, en Syrie, moi, ça allait, parce que je suis vieux, j'ai mes parents, mes grands-parents, etc. J'étais avec Édouard Elias, qui est un jeune photographe, il avait 23 ans. Bon, et il a fallu quand même qu'on rentre dans ce que c'était que la détention, la torture, etc. À 23 ans, c'est pas simple. Et il se trouve que coup de bol, enfin, je m'excuse, mais on s'est fait attraper un 6 juin. Et donc la première chose, j'ai dit, mais voilà, enfin c'était donc en 2013, donc grosso modo, 69 ans avant, j'ai dit, mais il y avait des jeunes Américains qui, pour la liberté, notre liberté en Europe, étaient en train de débarquer sur une plage en Normandie sous des mitrailleuses allemandes. Ils n'étaient pas français. Ils sont venus se battre contre le nazisme en Europe pour nous libérer. Si eux ont fait ça à l'époque, ils étaient... et il y en a qui sont tombés, il y en a 5000 qui sont tombés sur la première vague. Ça fait partie de ça. Et nous, finalement, je sais que tout le monde... Et là aussi, quand même, le fait d'être français, quelle que soit sa famille, quel que soit son milieu social, la France n'oublie jamais aucun de ses citoyens. On a toujours tout fait. Moi, je vois par rapport à mes camarades de détention américains ou britanniques qui ont tous été égorgés parce qu'il n'y a pas eu de négociation. Nous, on est tous sortis. D'accord ? Et donc, ça aussi, c'est faire nation. Ça aussi, c'est faire la France. Et nous, notre boulot était quoi ? C'était évidemment, c'est pas nous qui allons nous libérer nous-mêmes. Mais on savait que notre nation, que notre pays, que notre État allait le faire. Et nous, notre boulot, c'était de tenir. Et de se dire, si on tient, tant mieux, comme l'ont fait nos pères avant nous, et comme l'en feront nos enfants derrière. Et c'est cette transmission. C'est de se dire que finalement, nous, notre boulot, c'est de livrer à ceux qui viendront derrière une France qui tienne la mer comme nous l'ont donné nos grands-parents en résistant contre eux, que ce soit les catastrophes naturelles ou les assauts de l'ennemi, pour nous donner quelque chose qui est certes peut-être pas totalement parfaite, on le sait bien, mais qui est quand même tellement plus génial que le reste. Bon, voilà. Alors, effectivement, vous êtes entré dans le sujet par le côté assez violent, assez dur. Je pense que pour les jeunes, ils ont dû être un petit peu choqués, peut-être un peu... il ne faudrait pas qu'ils soient traumatisés, mais voilà, il faut leur rappeler que... oui, voilà. Les jeunes sont plus solides qu'on croit, parce que finalement, tous ces jeunes qui sont partis au combat, c'est eux qui ont été des héros. Donc chacun de ces jeunes-là peut devenir un héros, on est d'accord ? Et c'est ce que vous cherchez à faire, finalement, à les transformer d'élèves qui se sentent des mauvais élèves en futurs héros. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, dans les armées. Je ne suis pas certain que le rôle du professeur soit de transformer l'enfant ou l'élève, mais plutôt de le révéler à lui-même. Il y a quelque chose de ce type, quand même, qui participe de l'éducation. Comment faire nation ? Alors, je reviens à la question initiale. Comment faire nation ? Entre autres, comme le disait Didier François, par la transmission. Et nous, notre mission, notre métier, c'est la transmission. C'est transmettre une histoire. Et contrairement à ce qu'on peut entendre comme musique lancinante dans notre société, on enseigne l'histoire. Et on n'oublie rien de notre histoire. Et on a très peu de pages que l'on zappe dans nos enseignements. Et certainement pas celles qu'on nous accuse parfois de ne pas enseigner ou de ne plus oser enseigner. C'est faux. Notre métier reste un métier de joie, de bonheur quotidien, de retrouver les élèves. Et je pense à Samuel Paty, à Agnès Lassalle et à Dominique Bernard. À chaque fois, il a fallu reprendre nos élèves, il a fallu reprendre nos classes ensuite. Et en particulier,
dernièrement, donc Dominique Bernard. Ce n'est pas facile d'être dans le choc de la mort, de l'assassinat de l'un d'entre nous. On n'y était pas préparé du tout, contrairement à nos militaires. Nous ne sommes pas formés comme professeurs à risquer nos vies. Donc, il a fallu reprendre nos classes, mais justement, c'est par la reprise de nos classes, c'est par la discussion, les échanges avec nos élèves, que le bonheur d'être professeur revient immédiatement. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Voilà, la preuve d'amour, c'est de faire cours. Et donc, on transmet encore et toujours, grâce aussi, alors là c'est la minute publicitaire, grâce aussi aux ressources que la PSG met en ligne. En particulier, je lui ai promis, mais il a disparu semble-t-il, il s'est éclipsé, en particulier les fenêtres sur cours très efficaces de Tristan Lecoq sur l'enseignement de la défense et du général Durieux sur Clausewitz et l'IHEDN, mais également les cafés virtuels que certains d'entre nous animent sur les questions de défense. Voilà, ce sont des ressources dont disposent les professeurs et qui permettent de se retrouver, de se ressourcer scientifiquement, intellectuellement, pour toujours transmettre davantage. Il y a ça aussi, certainement, dans l'idée de force morale, ne pas s'endormir, ne pas devenir un fantôme de soi-même. Ouais, je pense que dans l'idée de force morale, vraiment, il y a un truc qui est vraiment, à mon avis, important. Il y a deux solutions dans la vie. Soit on se considère, on continue à se vivre comme des victimes quand quelque chose arrive. Et alors c'est confortable d'être victime parce que tout le monde vient vous plaindre, mais en fait après on rebondit plus parce que ça devient un espèce de statut bizarre dans lequel tout le monde on finit par se complaire et à se laisser emporter. Soit on est un acteur de sa vie. Et un acteur de sa vie, ça veut dire que quand on prend un coup, on peut le rendre, et puis on rebondit et on continue. Et c'est ça en fait être citoyen. C'est la même chose. Le citoyen, c'est l'habitant d'un pays qui est actif, qui ne subit pas la vie de son pays, et qui s'engage, qui fait des choses, et qui, au lieu d'être victime en disant bon, finalement tout ça, je peux rien faire, je lève les bras, j'hausse les épaules, et je trouve un truc pour passer à travers, se dit bon il y a peut-être un truc à faire, je vais voir avec les gens à côté de moi, ou moi-même, je me dis comment je réagis. C'est ce que disait le négociateur du GIGN. Si on subit, en fait... on peut subir toute sa vie, puis finalement on finira comme un mouton, puis on va se faire bouffer par les loups. Enfin, il y a quelque chose à un moment où la question est celle-là. Alors il reste quelques minutes là. Si quelqu'un veut poser une question, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas un jeune lycéen qui aura le courage. Peut-être une jeune lycéenne, parce que c'est souvent les filles qui sont les plus courageuses. Oui. Alors. En deux. On m'entend ? Ok, bonjour. Oui, monsieur, je voudrais savoir Juste vous levez pour qu'on vous voit, s'il vous plaît. Et parlez. En fait, je voudrais comprendre c'est quoi le débat, en fait. Je comprends pas. Autour de quoi ça tourne. Genre, c'est un peu difficile à comprendre pour un lycéen comme moi. Un peu fatigué. C'est tout. Alors, on parle des forces morales de la nation, et je vais laisser les... Le débat, il est simple. Il y a des militaires, si un jour ils doivent se battre pour défendre la France, ils seront devant, dans les tranchées, en train de cogner. Et leur vraie question, c'est de savoir, parce que ça ne sert à rien d'être devant et de continuer à se battre si derrière, tout le monde lâche. Parce qu'ils ont quelque chose à défendre. Ceux qu'ils ont à défendre, c'est nous. Et la vraie question, c'est est-ce que nous, on est prêts à prendre le relais et à aider derrière pour défendre ce qui fait notre société, notre mode de vie, notre droit d'ouvrir notre gueule, etc. etc. C'est ça la question, c'est pas autre chose. Donc la vraie question, elle ne se pose pas qu'à vous, elle se pose à nous tous. Parce que les militaires, eux, ils sont déjà en uniforme, ils y seront. Ils vont y aller. Combien de jours ils vont tenir en fonction du nombre de munitions, d'armes qu'on leur a données ? Leur morale, il n'y a pas de souci, ils sont organisés pour ça. Mais il y a un moment, il faudra relever. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine ? Le vrai problème qu'ils ont, les Ukrainiens, c'est qu'ils ont commencé à 250 000, ils sont 900 000, ils ont régulièrement 400 000 Russes en face, ils n'ont pas assez de munitions. Comment ils font ? Qui va aller remplacer les mecs au front qui se font taper ? C'est ça la question. C'est une bonne réponse.